Bonjour, bonjour, bienvenue dans les chroniques d'une campagnarde au Japon. Vous êtes sur Radio Dragon, 104.4 et 96.8. Ce 10e épisode est le dernier épisode des chroniques d'une campagnarde au Japon. Il est complémentaire avec le précédent puisqu'on va parler de culture populaire, de culture pop, qui se dit Taishu Bunka en japonais. Taishu, c'est les masses et Bunka, c'est la culture. Donc la culture populaire, c'est la culture de masse, celle qui est produite et appréciée par le plus grand nombre. La première chose qui va vous sauter à l'esprit, donc, ce sont les mangas. Enfin! Oui, parce que j'ai pas eu la place de le traiter dans l'autre épisode. Je voulais traiter dans cet épisode de tous les aspects de la culture japonaise et je n'avais pas encore traité les mangas et ça me permettra de répondre à plusieurs questions. Donc évidemment, enfin, on va parler des mangas. Les mangas, c'est quand même l'un des arts les plus fascinants au monde. Les Américains ont les comics, nous avons la bande dessinée et les Japonais ont les mangas. Tous ont leurs particularités, il y en a pour tous les âges, tous les styles, tous les goûts. Et je tiens à lever un mythe aussi, c'est pas parce que les mangas sont populaires au Japon que tout le monde en lit. Comme tout le monde ne lit pas de BD en France. Enfin, évidemment, les mangas ont plus de popularité et sont célèbres par-delà les océans. Le manga est apparu vers 1760, pas sous la forme que nous connaissons bien sûr. Mais les mangas, c'est pas pour les enfants. Cette phrase m'énerve tellement que j'y réponds dès que je peux, avec ceci, non, non et non. Les mangas ne peuvent pas avoir d'âge. Pourquoi ça serait pour les enfants ? Quelle est la logique qui te permet de dire ça ? C'est comme si je disais, lire des livres, c'est pour les enfants. Ah, mais c'est parce qu'il y a des images que vous trouvez ça enfantin ? Donc, on est d'accord, les bandes dessinées pour adultes sont aussi pour les enfants si on suit cette logique. Non ? Bah, soyez cohérents alors. Le mot manga est souvent traduit par image dérisoire, parce qu'il est composé du kanji de man, involontaire, sans but, et du kanji de ka, image au sens large. Mais en vérité, c'est impossible à traduire. On pourrait dire dessin au trait libre. J'aime pas qu'on soit trop péjoratif avec le manga, parce qu'après tout, c'est un art. Hokusai, au XVIIIe siècle, donnait parfois le nom de manga à ses recueils d'estampes. Mais avant Hokusai, à l'époque Nara, l'apparition des rouleaux avec des illustrations et des textes qu'il fallait dérouler pour connaître la suite rappelle les premiers mangas. Après 1945, Astro Boy naît, écrit par le père du manga moderne, Osamu Tezuka. Il révolutionne le genre avec des cadrages, des effets de style et des onomatopées. Les mangas sont donc publiés dans le sens de lecture japonais. Donc non, ce n'est pas à l'envers. Le problème, c'est que certains éditeurs au début ont essayé de faire un miroir des cases pour faire des mangas dans le sens de lecture français, sauf que évidemment ça faisait des incohérences, on comprenait plus rien. C'est pas comme dans les BD françaises où les cases sont majoritairement carrées et donc se suivent. Dans les mangas, il y a des fois où les illustrations font des doubles pages, où les cases se répondent et sont organisées d'une manière précise. Donc le plus simple et le plus rapide, c'était de les publier dans le sens de lecture initiale. Les mangas ont un rythme de parution effréné, c'est pourquoi ils sont en noir et blanc. D'ailleurs, j'ai souvent entendu dire que les mangakas très populaires avaient un tel rythme de travail qu'ils n'avaient même pas le temps de dépenser les sommes folles qu'ils gagnaient. Les mangas arrivent en France en 1978. Pour info, les 42 tomes de Dragon Ball se sont vendus à plus de 230 millions d'exemplaires dans le monde, comparé aux 24 albums des aventures de Tintin, seulement 200 millions. En France, les mangas sont chers. Ça va presque jusqu'à 10 € le tome. C'est 4 € unité au Japon. Ce sont des objets de grande consommation, surtout avant d'être publiés sous forme de tomes reliés. Ils sont publiés dans des magazines de prépublication avec des pages qui sont comme en papier recyclé, donc c'est aussitôt lu, aussitôt jeté. Mais ils coûtent vraiment rien du tout. C'est dans l'ordre du 2 € et ça permet de tester plusieurs histoires et puis de voir si elles fonctionnent toujours pour les mettre dans les tomes suivants. Et ensuite, bien sûr, les sortir en tomes reliés. Parfois, il y a des jeux entre l'auteur et le lecteur, on brise le quatrième mur, des personnages sortent du cadre, au niveau de la façon d'écrire, c'est moins perceptible une fois traduit en français, mais évidemment, on peut y voir des subtilités, des jeux de mots. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi les personnages ont l'air occidentaux dans les mangas, au sens des yeux et de la couleur des cheveux, alors que dans le récit, ils sont en fait japonais. C'est sans doute dans un souci de différenciation. Moi, ce que j'adore, c'est les petites apartés où on voit les émotions, avec des gags qui font vraiment cartoonesque, l'énervement avec la petite veine sur la tête, la gêne avec la petite goutte d'eau sur le côté, les pleurs avec des larmes qui coulent comme des cascades, les saignements de nez, les personnages qui agitent les bras si bien qu'on ne les voit plus, enfin tout ça c'est typique du manga.
Aujourd'hui, le terme manga est surtout utilisé pour tout et n'importe quoi, surtout en France. Et souvent, dans la rue, on me dit « Ah, toi t'es manga ». Non. Si j'étais un livre avec des dessins en noir et blanc se lisant de droite à gauche, je pense que je serais au courant. Donc s'il vous plaît, n'utilisez le mot manga que pour désigner un manga, c'est-à-dire une BD japonaise papier. Les mangas sont classés selon l'âge et le public visé. Kodomo veut littéralement dire enfant. Donc c'est des mangas pour les très petits enfants, en général avec peu ou pas de texte. Des dessins simplistes. Le plus connu c'est Chi, un petit chat simpliste avec des grands yeux très mignons. Shonen, qui veut littéralement dire jeune garçon, pour un public de jeunes hommes. C'est probablement l'un des genres les plus répandus. L'histoire, c'est généralement un jeune garçon qui a un but à accomplir et qui va passer par des tas d'épreuves pour y arriver. Ça peut être très long. Il y a évidemment Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball, tout ça sont des shonen. Le shoujo, c'est l'inverse du shonen, en quelque sorte. Ça veut dire littéralement jeune fille, c'est pour un public de jeunes filles, on suit les aventures d'une fille qui se transforme pour devenir une super héroïne et qui a elle aussi des buts à accomplir, mais en général c'est surtout une histoire d'amour, Sailor Moon, Sakura, Fruit Basket. Ensuite on a le seinen, pour un public masculin plus adulte. Attention, c'est pas parce que je dis adulte que c'est adulte au sens pervers du terme. Non, c'est que ça traite des sujets pour adultes en général, donc la société, l'éthique, la mort, ça apporte des réflexions sur le monde, et on est moins apte à le comprendre quand on est plus jeune. Ça peut vouloir dire aussi violent. On pense à Death Note, Monster, Neo Genesis Evangelion ou Berserk. Ensuite, on a le josei, un peu comme le shoujo, mais en plus abouti, donc qui vise des filles un peu plus adultes. Ça parle aussi parfois d'histoires d'amour et de sujets plus graves liés à ça, comme dans Nana. Après, ce sont des classifications indicatives, pour savoir ce que vous achetez, par exemple. Personnellement, je suis une fille et je ne lis que des mangas destinés aux jeunes hommes. J'aime les scènes de combat et les hommes musclés. Bref, il y a d'autres sous-catégories par genre suivant les sujets traités. Le gekiga pour les drames, les hentai pour les mangas pornographiques, d'ailleurs le mot hentai veut dire pervers, les ecchi pour les mangas érotiques, les mecha pour ceux avec des robots géants qui font des combats, les nekketsu quand il y a des combats avec des pouvoirs, le yuri traitant de relations entre femmes et le yaoi, l'opposé entre hommes. Je précise que ces catégories sont les plus populaires et bien sûr, certaines peuvent être mélangées pour créer d'autres styles et elles peuvent attirer absolument tous les publics, c'est vous qui voyez. Un manga peut parler de la vie d'un salarié, de dépression, de finances, de harcèlement, être centré totalement sur le sport, la cuisine, le jeu de go, être pédagogique, peut-être être horrible, être touchant, vous faire rêver, rire, pleurer, fantasmer, donc qu'est-ce que vous attendez pour lire des mangas? Les mangas les plus populaires sont évidemment adaptés en série animée, comme on l'a vu dans le premier épisode, et parfois en jeux vidéo, et même des fois en drama, en série japonaise. Le plus connu est sans doute Hanayori Dango, qui a été adapté à toutes les sauces. Les animés peuvent être à leur tour adaptés en film live, c'est-à-dire avec des acteurs. Récemment, Bleach y a eu le droit, Death Note aussi, généralement avec peu de succès, surtout quand ils sont adaptés par les Américains. Mais par contre, avec les produits dérivés, là, c'est sans fin. Tout existe. Je vais pas vous faire une liste, je vous dis tout existe. En France, on connaît bien les conventions dédiées au manga. Il n'y a pas que la Japan Expo, il y en a quasiment dans toutes les grandes villes. Bon, sauf à Grenoble, puisqu'il se passe vraisemblablement jamais rien à Grenoble. Il y a des quartiers parfaits à Tokyo pour y assouvir votre passion pour la pop culture, comme le trop célèbre quartier d'Akihabara, Akiba, où vous pouvez acheter des cartes, des figurines, absolument tout. Il y a aussi Nakano Broadway, avec parfois de très vieilles choses, ou encore Takeshita Dori à Harajuku, la rue des Lolitas. Mais une Lolita, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous le saurez après la musique, où on parlera des styles japonais. Cette musique est un opening de Naruto par le groupe Hearts Grow. Yura Yura a bercé toute ma génération. C'était en 2006. Yura Yura to 生意気な君の素直な返事待ってね
Ah, j'ai l'impression de revenir à mes 14 ans quand j'écrivais sur mon blog. Mais le style des Japonais au quotidien n'est pas le même, par exemple. Une fois de plus, on est super inspiré par les Américains, jean moulant, maquillage à l'américaine, dans la coiffure aussi, et au Japon, les filles sont très souvent en jupe. Une coupe avec une frange est considérée comme une coupe mignonne, et le maquillage, c'est bien sûr le maquillage à la japonaise avec du blush pour avoir l'air cute. Des nœuds dans les cheveux, enfin, tout ça c'est très différent de chez nous. La mode japonaise est très japonaise, parce que pour une fille japonaise, il est plus important d'être mignonne que d'être sexy. D'ailleurs, le mot mignon, qui se dit kawaii en japonais, est plus qu'un simple adjectif, c'est un état d'esprit. Élégance et raffinement sont aussi des mots qui viennent à l'esprit quand on voit les femmes japonaises, qui osent porter des couleurs, alors que nous en France, on est quand même bien amoureux du noir. C'est un peu triste, non ? Il y a plusieurs styles japonais qui ont été inventés au Japon dans les années 1990. Il y a plusieurs styles japonais qui ont été inventés au Japon, et dans les années 90, ça arrivait tout juste en France. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens connaissent, et donc ça fait plaisir. Mais malheureusement, il y en a de moins en moins au Japon, j'ai l'impression que tout ça s'épuise. Par exemple, le style Kogaru a presque disparu au Japon. En 2 ans et demi, je n'ai jamais vu de Kogaru. Au début des années 2000, il y avait des japonaises donc, qui se décoloraient les cheveux, qui se bronzaient la peau pour rompre avec l'uniformisation de la société. Les Yamamba étaient encore plus provocantes et se maquillaient le contour des yeux en blanc. Et aujourd'hui, on n'en trouve plus. Il y a le style écolière qui peuvent être portés par des filles qui ne sont plus écolières, mais vous verrez aussi beaucoup de jeunes filles porter des jupes courtes avec des chemises et une cravate ou un ruban et des chaussettes hautes, donc l'uniforme au Japon. Oui, parce qu'au Japon, on porte encore l'uniforme, si vous ne le saviez pas. Le style décora, qui est en train de disparaître aussi, dont le but était de mettre le plus de vêtements dans les tons rouges et roses et d'accumuler le plus d'accessoires possible, comme des bracelets colorés, des peluches Disney. On peut aussi citer les cyber, dérivés du punk anglais et du métal. Elles s'habillaient de noir et de fluo en utilisant des dreads de couleur avec des tubes en plastique. Il y a aussi les horror girls qui ont du faux sang et sont comme des infirmières sorties d'opérations d'un film d'horreur. Et le look qui survit le plus, c'est les lolitas. Les sweet lolitas qui portent des couleurs pastel, les gothiques lolitas qui portent du noir et du blanc, les country lolitas qui ont des motifs champêtres, les wa lolitas qui mélangent le style japonais traditionnel et des vêtements de lolita. Tout est possible, mais il y a quand même des catégories bien distinctes. Les lolitas sont inspirées des robes de Marie-Antoinette et des robes de poupée, le but étant d'avoir les cheveux bouclés avec des rubans, de la dentelle, des accessoires pour cheveux avec de grandes chaussettes colorées. Le look lolita est très mignon, mais aussi peut-être un petit peu impressionnant. Il arrive parfois, très souvent, que l'on me prenne en photo en douce, et ça n'est pas du tout appréciable. Donc si vous voulez prendre en photo une personne, parce qu'elle a un style original et que peut-être ça vous surprend,
pas de problème, mais demandez avant, c'est toujours mieux et c'est beaucoup plus respectueux. Les Japonais sont si stylés qu'il y a des journalistes qui se promènent à Harajuku pour faire des interviews de gens stylés. Et en décembre, il y a 2 ans, je me suis fait interviewer. C'était une expérience folle. Vis-à-vis des gens uniques, il y a une curiosité plutôt positive, alors que les Japonais ne sont pas nécessairement ouverts à ce genre de choses en général. Au Japon, plus tu es dans le moule, mieux c'est. On glorifie le conformisme, alors qu'en France, se différencier c'est mieux, on glorifie l'identité, l'unicité. Et pourtant, en faisant mes recherches sur les styles japonais, j'ai lu beaucoup d'insultes de la part des Français sur les Japonais qui avaient des styles originaux. Je ne comprends pas pourquoi les Français ont un tel besoin de s'occuper de la vie des autres. Et au pire, faites comme les Japonais, si ça vous dérange, eh bien, ignorez tout simplement, je sais pas, faites votre vie. Il y a aussi une réflexion que j'entends au moins une fois par semaine, c'est « Ah mais elle fait du cosplay, hein ». C'est ce qui m'amène à parler du costume playing, abrégé en cosplay. En japonais, cosplay en anglais, une discipline devenue internationale qui vise à imiter des personnages de manga, de jeux vidéo, de séries, peu importe, mais lors des conventions ou lors d'événements spécifiques de rassemblements. Par exemple, le cosplay de Mario, de la princesse Zelda, de Pikachu pour les jeux vidéo, un cosplay de Naruto. C'est pas obligé d'être des séries japonaises, hein. Ça peut être des cosplays de Star Wars, de Batman, du Seigneur des Anneaux, de World of Warcraft. L'essentiel, c'est d'avoir un physique qui se rapproche le plus, qui incarne le plus le personnage que vous voulez représenter. Certains sont plus faciles à faire que d'autres, bien évidemment. Et pour vous donner une idée, vous pouvez toujours aller mettre un œil à la Japan Expo avant de vous lancer dans le plus grand salon du monde dédié au manga, le Comiket. Là, vous y verrez des vrais cosplays par de vrais japonais et japonaises, et c'est parfois absolument troublant. Parfois, pour certains, c'est leur métier. Et avant de dire que quelqu'un fait du cosplay, renseignez-vous si vous êtes dans un cadre où il y a une raison de faire du cosplay, ou c'est juste des vêtements que la personne aime porter au quotidien. Parce que moi, ce sont mes vêtements, donc arrêtez de dire que je fais du cosplay, parce que ça m'énerve. Ou alors je fais un cosplay de moi-même. Parce qu'encore une fois, si je jouais un personnage de jeu vidéo tous les jours, je serais au courant, je pense. Ce qui m'amène à un autre élément de pop culture japonaise, les jeux vidéo. C'est primordial, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, que voulez-vous. La première console de jeu est américaine et a commencé dans les années 50. C'était très primitif, mais bon, ça n'empêche pas le Japon d'être considéré comme la nation du jeu vidéo. C'est pas pour rien, en 1972 sort la Atari avec le jeu Pong. Eh ben non, malgré son nom totalement japonais, c'est une console californienne. Nintendo, attiré par le succès et le début des salles d'arcade, faisait des jouets et envisageait de se reconvertir dans les calculatrices. Et finalement non, le petit-fils du papy qui tenait Nintendo lui a dit « Dis papy, tu veux pas laisser tomber les cartes pour faire des jeux vidéo ?» Et c'est comme ça qu'est née l'entreprise de jeux vidéo la plus célèbre au monde. En 1980, naît la première console à cristaux liquides développée par Nintendo. Ça vient à l'origine de l'idée que les employés tapaient sur leur calculatrice quand ils s'ennuyaient. En 1981, naît Donkey Kong. À l'époque, aucun jeu portatif n'existait, on jouait sur les télés dans son salon. C'était révolutionnaire. En 1989, le Game Boy. Oui, qui se rappelle des jeux Pokémon sur Game Boy? Bah oui, c'était ça. C'était une révolution dans les cours de récré. En 1983, succès de la Famicom. En parallèle, le même jour, l'entreprise Sega sort sa première console. En 1990, Nintendo annonce la Super Famicom, puis évidemment, son arrivée sur le marché déclenche une nouvelle guerre entre Nintendo et Sony, avec l'arrivée des CD-ROM qui permettent d'augmenter la qualité de jeu, la PlayStation en 1991, la PlayStation 2 en 2000, puis la PSP, console portable de Sony qui fut écrasée en 2004 par Nintendo qui crée la Nintendo DS avec son double écran tactile, celle que les gens de ma génération ont presque tous eu, 150 millions d'unités vendues. Du fait d'une forte concurrence, il fallait à cette époque rivaliser de style de jeu, de couleurs, de musique et être capable de faire des jeux les moins chers possibles. Nintendo avec tout ça conquiert 90% du marché du jeu vidéo avec la Wii et ses capteurs de mouvement. Grâce à elle, vous avez pu danser sur Just Dance, la Wii U, la 3DS XL et finalement la Switch en 2016. Console qui peut être à la fois une console de salon, une console portative ou entre deux pour jouer avec des amis. Nintendo c'est Mario, The Legend of Zelda, Metroid, Kirby et Pokémon. Sega s'est retiré du marché des consoles en 2001 pour se consacrer uniquement aux bornes d'arcade et Sony en 2013 sort la PlayStation 4 et depuis plus rien. Mais on ne va pas les plaindre, ils font aussi des téléphones, des ordis, des appareils photo, des caméras. Mais les Japonais restent quand même les rois, en tout cas pour moi, ils restent les rois du jeu vidéo.
Et les Japonais ne sont pas en reste concernant les jeux de téléphone. On dit toujours « Oui, mais les gens ils se parlent plus aujourd'hui, ils sont tous sur leur téléphone ». Mais dans le métro de Tokyo, avant les téléphones, il y avait les journaux. Et c'était absolument pareil, personne ne se parlait. Donc, vive Pokémon Go. Comme pour les mangas, les jeux vidéo sont sujets de controverses. Les jeux vidéo sont violents, ça rend stupide, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'échelle humaine, les jeux vidéo sont récents. Donc, la plupart de nos parents n'y ont pas joué. Et ce qui est nouveau fait peur, n'est-ce pas ? Mais il y a énormément de types de jeux vidéo, pas seulement action, beat'em all, des jeux de rôle, des jeux de gestion comme les Sims, des jeux de réflexion, d'enquête, de rythme, en lien avec la musique, des jeux de sport, des jeux de stratégie et une infinité d'autres. Évidemment, il y a des aspects positifs et négatifs, mais si vous respectez l'âge, pas de souci. Pensez à Mario. Pensez-vous vraiment que quelqu'un peut devenir violent en regardant un plombier ramasser des pièces ? Bon, c'est un peu caricatural, mais vraiment ? Comme beaucoup de gens en France, on est en retard. On a mis beaucoup de temps à reconnaître que les jeux vidéo étaient un art. Et oui, dans les jeux vidéo, il y a de la musique, de la narration, donc un scénario, des graphismes, etc. etc. Donc c'est bien de l'art. Puisque les éléments qui les composent sont bien de l'art, non ? Si vous n'aimez pas les jeux vidéo et que vous êtes plus traditionnel, vous pouvez toujours vous rabattre sur les jeux traditionnels japonais comme le jeu de Go, le shogi ou le hanafuda. D'ailleurs, avant de faire des consoles, je l'ai dit, Nintendo faisait du hanafuda, qui est un jeu de cartes qui vient du Portugal à l'origine, et où il s'agit de faire des paires en ajoutant des fleurs entre elles, enfin c'est très poétique et j'aime bien y jouer de temps en temps. Et si votre truc c'est le sport, sachez qu'à part tous les sports qu'on a cités dans le dernier épisode, les sports occidentaux deviennent populaires au Japon et finissent donc dans la culture populaire japonaise. Je pense au baseball qui est le sport national au Japon, les jeunes collectionnent les images comme nous on collectionnait les autocollants Panini de nos footballeurs préférés. D'ailleurs, en parlant de football, les jeunes aiment de plus en plus le foot et ça fait plaisir de voir qu'un sport européen finit par les atteindre. D'ailleurs, je considère les Samurai Blue comme la meilleure équipe de foot d'Asie. En fait, c'est une équipe qui prend de plus en plus d'importance, elle atteint souvent les 8e de finale, pour une nation asiatique c'est vraiment pas mal. Ils ont aussi remporté la Coupe d'Asie 4 fois, tout en sachant que ce n'est pas leur sport national, et qu'il est apparu seulement à la fin du 19e siècle grâce aux marins britanniques. Ils ont eu leur première compétition en 1917 et c'était mauvais, mais heureusement ils se sont bien améliorés depuis. Les Japonais n'arrivent pas encore à se qualifier pour une Coupe du Monde. Pour ce faire, ils décident de recruter un entraîneur étranger pour se perfectionner. Ils choisissent alors Philippe Troussier, puis plus dernièrement un entraîneur brésilien. Et en 2018, ils ont étonné tout le monde, première fois qu'un pays asiatique va si loin, tout en laissant les vestiaires super propres. Et oui. J'ai pu mesurer l'engouement du foot lorsque l'année dernière j'étais au Japon pendant la Coupe du Monde. Le soir, on pouvait voir des Japonais regarder les matchs dans les rues de Tokyo sur des écrans géants ou dans les bars et ils venaient nous serrer la main quand ils nous croisaient. L'ambiance était super festive et amicale. Et heureusement que les Japonais s'intéressent au foot, sinon on n'aurait personne pour nettoyer les gradins après les matchs. Le logo des Samurai Blue est un yatagarasu, un corbeau à 3 pattes. Leurs mascottes sont un couple de corbeaux, Karape et Karara. Le logo a été dessiné par le dessinateur de Captain Tsubasa lui-même. Vous savez ce que nous on appelait Olive et Tom ? Depuis 2009, l'équipe a le surnom officiel de Samurai Blue, comme je l'ai dit, Samurai Blue, parce qu'ils jouent en bleu la plupart du temps. Depuis l'étonnante victoire qu'ils ont eue sur la Suède où ils étaient en bleu, c'était symbolique pour eux et donc du coup le mot samouraï représente les vertus, l'honneur, le courage, donc Samurai Blue. En parlant de samouraï, juste après la musique, on parlera des clichés du Japon. Mais tout d'abord, c'est le très célèbre girls band Scandal avec Shunkan Sentimental.
Alors, quand j'ai parlé de faire une chronique sur le Japon et de possiblement casser les clichés, j'ai une amie qui m'a dit « Samurai Geisha Ninja ». Oui, c'est vrai que ça fait partie de la culture japonaise traditionnelle, mais ça fait aussi partie de la culture populaire. Ce sont des choses que les Français connaissent du Japon. Mais aussi, c'est possible qu'on les connaisse mal, ces personnages incarnant le Japon. C'est pour ça que je vais vous parler en premier des geishas. Je sais, je vous entends d'ici dire « c'est des prostituées japonaises ». Alors non, geisha est composé de ge, l'art, et de sha, personne, ou encore geiko, enfant de l'art, dans le dialecte de Kyoto, parce que c'est avant tout une artiste et une dame de compagnie. Il y a aussi des geishas à Tokyo, et le vocabulaire diffère. Par exemple, on appelle l'argent pour rémunérer les geishas hanadai, argent fleur, à Kyoto, et gyokudai, argent trésor, à Tokyo. Elles vivent essentiellement du mécénat. Les jeunes geishas en apprentissage sont appelées maiko. Au même titre que les samouraïs, elles dédient leur vie à l'apprentissage de tous les arts. Les geishas se consacrent entièrement à la pratique artistique. Elles sont des dames de compagnie raffinées car c'est réservé à une clientèle très aisée. En 1712, c'est l'ouverture des salons de thé qui marque le début des geishas et surprenamment, les premières geishas étaient des hommes. Puisqu'ils avaient le même rôle que les bouffons chez nous, celui de divertir les puissants en jouant de la musique et en dansant. Les domaines dans lesquels les geishas excellaient, l'habillement bien sûr, le kimono traditionnel, la musique, donc l'art du koto, du shamisen, la danse et les rapports sociaux, parce qu'il faut évidemment savoir faire la conversation avec les clients et aussi les jeux. Elles doivent connaître la cérémonie du thé, l'ikebana, la poésie et la littérature. Les relations sexuelles entre une geisha et son client ne vont pas de soi. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois une loi interdisant la prostitution, qui s'est définitivement terminée en 1957. Après l'apparition des femmes geisha, on appelle les hommes otoko geisha, donc hommes geisha. Et à partir de 1800, il n'y a plus que les femmes pratiquant cet art. On dit traditionnellement que les geishas appartiennent au monde des fleurs et des saules, car elles se doivent d'avoir la délicatesse d'une fleur et la force et la souplesse du saule. Les geishas sont vêtues d'un kimono de soie décolleté dans le dos, OBB, dont la couleur varie selon les saisons et l'âge de la porteuse. Le obi, la ceinture du kimono, se noue également différemment selon l'âge d'une geisha. Mettre l'ensemble est très complexe. Les kimonos sont fabriqués et peints à la main, de ce fait, ils coûtent environ 6 000 €. Elles portent des sandales de bois, les geita, qui sont compensées et au niveau du maquillage, elles ont le visage peint en blanc jusqu'au cou. On voit d'ailleurs un dessin dans la nuque. Les geishas ont les lèvres teintes, alors que les maiko ont seulement la lèvre inférieure en rouge. Les sourcils et le contour des yeux est tracé avec un bâtonnet de charbon. Plus les geishas vieillissent, moins elles se maquillent. Elles portent naturellement des perruques faites par un coiffeur spécialisé. Elles doivent tenir une semaine et pour ne pas l'aplatir, en dormant, elles doivent se mettre sur un repose-nuque. Les geishas étaient nombreuses au XVIIIe et XIXe siècle, il en reste moins de 200 de nos jours. Le chiffre était tombé à 60 en 1990, mais la remontée est due à un engouement pour cet art. C'est une tradition qui se perd car elle demande beaucoup d'abnégation. Les plus connus se trouvent dans le quartier de Gion à Kyoto. Le problème, c'est qu'en sachant ça, tous les touristes viennent les prendre en photo sans leur demander leur accord la plupart du temps. Pour les œuvres, on retrouve les geishas dans le manga L'apprenti geisha, Sakuran ou encore La courtisane d'Edo. Le deuxième personnage important qui marque le Japon, c'est les samouraïs. Je vous entends déjà dire d'ici « Ah, oui, les samouraïs, tu veux dire ?» Bon, j'aime pas trop cette version francisée, mais bon, elle est dans le dictionnaire, donc oui, samouraï pour le mot samurai en japonais. Le terme est confondu avec celui de bushi. Pour nous, en France, bushi et samouraï désignent une seule et même chose, alors qu'en réalité, ils sont apparus à des périodes différentes. Bushi désigne les hommes prêts à servir. Bushi signifie d'ailleurs homme d'armes. À partir du XVe siècle, tous les guerriers qui suivaient le bushido sont appelés samouraïs, du verbe saburae, servir. On peut estimer l'apparition des premiers samouraïs à l'armée constituée au Xe siècle par l'empereur. Au XIIe siècle éclate la guerre du Genpei et le Japon est dirigé par les Bushi avec le Bakufu. À partir du XVe siècle, c'est l'apparition des daimyo. C'est une période de guerre. Puis arrive la réunification qui se fait donc par les trois grands généraux, on l'a vu, puis la grande bataille de Sekigahara, là où les Bushi vont devenir des samouraïs. À l'ère Edo, la fonction combattante des guerriers diminue, puisque c'est une période de paix, ce sont donc des fonctionnaires, et à la fin du XVIIIe, les samouraïs représentent 7% de la population, mais la suite vous la connaissez, à l'ouverture du pays, à l'ère Meiji, c'est terminé, les samouraïs deviennent les chefs d'entreprise, les grands chefs d'entreprise que nous avons aujourd'hui. Tout est codifié, le bushido, la voie du guerrier, le seppuku,
le suicide rituel, ils étaient soumis à une discipline très stricte. Aucun plaisir oisif n'était toléré dès l'enfance. On devait forcer les enfants à assister à des exécutions et à ne manifester aucune émotion. Comme pour les geishas, les samouraïs devaient exceller dans un grand nombre d'arts. Les arts martiaux évidemment, comme le kenjutsu, l'art du sabre, l'art équestre, mais aussi la peinture. L'éducation religieuse qu'ils recevaient était la vénération des ancêtres et des valeurs bouddhistes. Leurs armes étaient le wakizashi pour les jeunes samouraïs de 15 ans jusqu'à la cérémonie de passage de l'âge adulte où il devient un samouraï et donc il obtient un katana, ce long sabre que tout le monde connaît. Il y a aussi le yumi, l'arc, jusqu'à ce que les fusils arrivent au Japon, et le nodachi, un sabre comme le katana mais plus long, environ 1,50 m. Le bushido, écrit par Yamanaga Soko, est un code d'honneur qui fixe les grands principes moraux entre un samouraï et son maître. Mais on peut aussi citer l'Agakure en 1716 qui est une compilation de pensées de Jōshō Yamamoto. Les Rōnin désignaient les samouraïs non rattachés à un seigneur. Tous les soldats n'étaient pas forcément des samouraïs, ça représente une certaine élite avec certains codes. Il y avait aussi les Ashigaru, les guerriers recrutés parmi les paysans qui étaient munis d'une lance. Les samouraïs étaient généralement protégés des pieds à la tête grâce à l'armure, le masque et le casque. La grande partie de l'armure était constituée de parties en cuir reliées entre elles pour pouvoir les rendre amovibles, pour avoir une mobilité pendant le combat. L'armure a évolué au fil des époques, subissant les influences étrangères, comme par exemple les armures d'inspiration portugaise. On peut citer des samouraïs très célèbres comme Miyamoto Musashi, qui était un Ronin, Minamoto no Yoshitsune, Kenshin Uesugi, et William Adams, qui était un samouraï étranger, ou aussi Yasuke, originaire d'Afrique, choisi par Oda Nobunaga. Comme cité dans le précédent épisode, il y a plein de films avec des samouraïs dedans. En ce qui concerne les mangas, vous pouvez en trouver qui ont comme sujet principal les samouraïs, comme par exemple Gintama, Samurai Champloo, Afro Samurai, Vagabond, Samurai d'Hyperkyo. Et si vous voulez faire de la stratégie militaire en incarnant un samouraï, le mieux c'est de jouer à Total War Shogun 2. Ah, qui est bien ce jeu. D'autres œuvres ont certains personnages évoquant les Bushi comme One Piece, Bleach. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire des samouraïs reste dans les mémoires, même après leur disparition. Les valeurs du Bushido et du confucianisme sont désormais appliquées à l'entreprise, à l'éducation des enfants et à la société japonaise en général, avec des valeurs d'effort, de fidélité, de ténacité, ce qui donne la société japonaise que nous connaissons aujourd'hui. Notre troisième catégorie, ce sont les ninjas. Je vous entends déjà dire d'ici, ah ouais, les ninjas, comme dans Naruto. Oui, enfin plutôt les shinobi. Shinobi qui veut dire se faufiler. Le terme ninja est formé du kanji du verbe shinobi avec sa deuxième lecture, et c'est donc une personne furtive, ninja, puisque ce sont des espions. Ils sont apparus au XVe siècle, pendant une période de guerre, leur service était loué par les samouraïs car leur travail était trop déshonorant pour les samouraïs eux-mêmes. La philosophie du shinobi est basée sur le modèle militaire chinois, comme pour les bushi. Les petits shinobi sont entraînés très jeunes, dès 5 ou 6 ans. Entraînement physique et psychologique très très éprouvant. Il faut être agile, rapide, s'exercer à courir, grimper, pouvoir nager en apnée, supporter la douleur, l'absence de sommeil, la faim, les températures extrêmes. Ils pouvaient porter divers costumes et n'étaient pas habillés en noir, comme on le croit, seulement la nuit quand il fallait être discret. Leur formation est bien sûr le ninjutsu, une discipline axée sur la survie. Ses fonctions étaient principalement l'espionnage, le sabotage, l'assassinat, l'infiltration. Aujourd'hui, ces fonctions sont associées essentiellement au folklore, comme l'invisibilité, le pouvoir de marcher sur l'eau, le contrôle des éléments, le déplacement instantané. Dans les faits, les missions des ninjas étaient de s'introduire la nuit dans les camps pour y mettre le feu, pour faciliter l'assaut avec des troupes, ou par exemple de se cacher dans les toilettes pour assassiner une personne en particulier, et ça pouvait durer des mois et des mois. Ils semaient la confusion en prenant l'apparence de leurs victimes, le but était de revenir vivants, leur mission était la plupart du temps des renseignements, et ils savaient aussi se battre à main nue. Les armes du shinobi étaient les shurikens, évidemment, les étoiles ninja que l'on lance et qui se plantent dans la cible, ils étaient souvent empoisonnés, on a aussi les dagues, les kunai, couteaux de lancer avec un manche et un rond au bout. Il y avait aussi des aiguilles qu'ils cachaient dans leur bouche pour les cracher au visage des opposants. Le nunchaku, un détournement du fléau agricole, 2 bâtons reliés par une chaîne, les grappins, les explosifs, les poisons et même la prestidigitation. Ils pouvaient remplir des vessies d'eau pour les utiliser comme coussins pour pouvoir marcher sur l'eau. Ils utilisaient des bambous pour se cacher dans l'eau aussi. C'est marrant parce que c'est des trucs qu'on voit dans les dessins animés, mais du coup, c'est quand même inspiré de faits réels. Et les ninjas sont bien évidemment présents dans Naruto. On peut citer aussi en ouvrage Tsuki no Sho,
Carnet de la Lune, écrit par Jubei Mitsuyoshi Yagyu, qui était un homme à la fois samouraï et ninja. Et enfin, notre dernière catégorie de personnages populaires au Japon, ce sont les Yakuza. Je vous entends déjà dire d'ici « Ah ouais, les mafieux japonais tout tatoués !» Oui. Au Japon, les Yakuza sont les membres de la mafia. Ils étaient 39 000 en 2016, divisés en plusieurs clans. Les Yakuza apparaissent au XVIIe siècle. Le mot Yakuza n'a pas de signification particulière. On pense que ce sont les chiffres qui seraient perdants au Hanafuda, le 8, 9, 3, Yatsu, Kyu, San, Kyakusan, Yakuza. Ce sont donc originellement des perdants, des bons à rien, parce qu'à l'origine, les Yakuza viennent des quartiers pauvres et donc sont de simples délinquants. Personne n'est donc d'accord sur l'origine des Yakuza, mais elle n'est pas si négative. Les Yakuza étaient aussi des associations de gens exclus du système se rassemblant pour défendre les opprimés. Les Yakuza évoluent en organisation et dès l'ère Meiji, ils sont légalisés par le pouvoir en place. Donc le recrutement s'intensifie et leur commerce s'étend à plusieurs domaines. Opposés à l'ouverture de force à l'Occident, ils vont commettre des actes terroristes envers les personnalités politiques pro-Occident. Étant nationalistes, ils organisent des trafics de matériaux précieux et en profitent pour corrompre les politiciens pendant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, ils gèrent la prostitution et le commerce de la drogue, tout ce qui est illégal en soi, et les Yakuza deviennent un des piliers du Japon. La particularité des Yakuza, c'est que c'est une organisation criminelle avec des règles bien précises. Dans les années 50-60, ils atteignent le maximum de leur effectif. 184 000 répartis dans 126 gangs, soit plus nombreux que l'armée japonaise elle-même. Un chef de gang nommé Kodama permet d'amener la paix entre les gangs qui s'unissent jusqu'aux années 90. Les conflits entre les gangs affectent parfois les civils, les Yakuza étant surtout là pour protéger le Japon du communisme. En Russie et en Chine, donc après la chute de l'URSS, plus besoin de gangs. En 1992, c'est donc une loi anti-gang qui arrive. Les gangs étaient alors tous recensés. Cette loi est renforcée en 2004 et les chefs de clan sont désormais responsables en cas de dommages à des gens ou des biens. À la suite de cette loi, les effectifs perdent 100 000 membres. Les activités se recentrent et s'adaptent et c'est la fin de la coopération avec la police. Une des pratiques des Yakuza, c'est d'offrir leur protection contre de l'argent, même si vous n'avez pas besoin de protection. C'est donc une forme de racket, bien sûr. Les Yakuza récupèrent aussi dans leur rang tous les orphelins ou les jeunes chassés par leurs parents ou discriminés. L'aspect positif, c'est que les Yakuza sont un des piliers de la société japonaise et permettent de tenir les trafics tels que les machines à sous, la prostitution. On parle bien d'organisation mafieuse, car à l'image de la société japonaise, les clans sont organisés avec un organigramme et une réelle hiérarchie. Le père de l'organisation est appelé Oyabun, chef de famille, et il a en dessous de lui des recrutants, ensuite des kyodai, des grands frères, puis des petits frères, des comptables, des conseillers juridiques. Les hommes ne sont pas les seuls à avoir un rôle, les femmes gèrent aussi les activités dans l'ombre, comme les bars, les restaurants, etc. Le fait d'avoir une organisation mafieuse peut faire peur, mais attention, vous ne risquez rien. Désormais, en tant que civil, ils suivent un code d'honneur appelé Gokudo, la voie extrême, dans lequel il y a par exemple « tu n'offenseras pas les bons citoyens »,« tu ne te drogueras pas », etc., etc. Si un Yakuza enfreint le code d'honneur, il doit se mutiler lui-même le petit doigt et l'envoyer au Oyabun. On appelle ça le Yubitsume. Si le Yakuza reçoit une lettre d'exclusion, ça l'empêche de rejoindre tout autre clan, et si la faute est encore plus grave, il se fait seppuku, comme les samouraïs. Il y a des films sur les Yakuza qui sont assez intéressants, comme L'Ange ivre de Kurosawa, Tom Popo, Aniki mon frère, évidemment des mangas comme le mythique Great Teacher Onizuka, où un ancien Yakuza devient prof, Like the Beast, un officier de police qui tombe amoureux d'un Yakuza, My Boss, My Hero, etc. Il y a un jeu aussi qui s'appelle Yakuza. Tout existe. La musique qu'on va écouter est One Ok Rock, l'un des groupes de rock les plus populaires actuellement au Japon, et à l'étranger, ils font salle comble partout dans le monde depuis 2009, et cette chanson c'est Kanzen Kankaku Dreamer.
a un festival quelques jours par an où les Yakuza sont à l'honneur et sont autorisés à montrer leurs tatouages en plein jour. Je rêve depuis longtemps de participer à un tel événement. En attendant l'heure du défilé, on va chercher à manger et je m'aperçois qu'il y a un homme à l'allure super chic qui marche devant moi. Sauf qu'on est en plein été et qu'il a un costume à manches longues. Je regarde alors ses poignets et j'y vois dépasser des tatouages. Et je me rends bien compte qu'il a une sorte d'aura, qu'il n'est pas comme tous les autres êtres humains. Et il a des lunettes et un super beau costume, des bijoux en or. Et c'était effectivement mon premier Yakuza. Entre le mois d'il y a 10 minutes avant « Haha, je m'en fiche, j'ai pas peur des tatouages !» et le mois de maintenant « À côté de moi se tient un homme qui a probablement tué d'autres hommes. » Ce fut l'expérience la plus enrichissante de ma vie. Il m'est arrivé l'anecdote que j'ai racontée dans l'épisode précédent, et aussi celle-ci. Ce jour-là, j'avais mon sac lapin en peluche, tout doux, et il y a un chef de gang Yakuza qui est venu en disant « Bonjour, bonjour ». Donc c'était un petit homme assez trapu, avec le corps entièrement couvert de tatouages, et quand il a vu mon sac lapin, il a fait « Oh !» et il a caressé mon sac lapin. C'était l'anecdote la plus improbable de ma vie. Les tatouages japonais ont la particularité d'être traditionnellement faits avec du bambou que l'on pique dans la peau, ce qui est assez douloureux. Ça s'appelle irezumi. On utilise le mot tatou pour désigner les tatouages faits à l'occidental, c'est-à-dire à la machine. Le problème, c'est que ce tatouage, et le tatouage en général, est inscrit dans l'esprit des Japonais comme faisant partie des signes distinctifs des Yakuza, de la prostitution, donc forcément, les tatouages sont mal vus. Si vous allez au Japon, arrêtez de les exhiber comme des trophées, les Japonais n'y sont pas sensibles. Au contraire, ce n'est pas une bonne chose, donc essayez autant que possible de les cacher. Le tatouage a été légalisé en 1945, mais beaucoup d'endroits refusent encore les personnes tatouées. Heureusement, avec les JO, de plus en plus d'endroits sont tattoo-friendly. Visuellement, les tatouages japonais répondent à des codes extrêmement précis et varient selon les clans et la volonté du Oyabun. Il peut décider qu'un dragon soit tatoué à une personne calme ou une geisha soit tatouée à une personne agressive. Il ne suffit pas de dessiner un samouraï pour faire de l'irezumi. Le tatouage traditionnel japonais a un motif de remplissage qui couvre les parties entières du corps et sont reconnaissables. La pivoine symbolise la richesse et la bonne fortune, la fleur de cerisier le caractère éphémère de la vie, le lion chinois la protection, la carpe le courage, le tout est rempli avec des arrière-plans de nuages, de vagues, de vents ou de motifs traditionnels. Les motifs, le choix des personnages, les positions, le style de trait, la forme du tatouage et ses limites sur le corps, tout est très défini. Si vous voulez avoir un vrai tatouage japonais, le mieux étant de se faire tatouer au Japon par un vrai maître. Et oui, parce que les étrangers admirent les tatouages japonais, mais ils n'admirent pas que ça. Entre les années 1860 et 1990, tout particulièrement, les artistes français et occidentaux en général ont été énormément inspirés par l'art japonais. Ce courant s'appelle le japonisme. C'est un terme lancé par Philippe Burti, toujours utilisé de nos jours. L'ukiyo-e devient une source d'inspiration pour les peintres impressionnistes. Les porcelaines françaises se mettent à avoir des motifs de fleurs japonaises, comme les chrysanthèmes, s'inspirant des kakiemon. C'est une des premières œuvres à être inspirée du Japon. La reine Marie-Antoinette a elle-même hérité de sa mère une collection de 70 laques japonaises. Elles sont aujourd'hui au musée du Louvre. Les arts étrangers inspirés par le Japon explosent après l'ère Meiji, grâce notamment aux expositions universelles. Les éventails, les laques, les porcelaines, les paravents, les estampes arrivent en masse par bateau. Les Français peuvent eux-mêmes aller au Japon pour s'inspirer et rapporter des œuvres. Monet était admiratif de l'art japonais, surtout de Hokusai. Il a acheté plusieurs œuvres. Van Gogh aussi fut captivé par cette nouvelle esthétique. Si on regarde ailleurs, Sans vue d'Edo numéro 30 de Hiroshige, c'est exactement la même peinture, reprise par Van Gogh, qu'il intitule Prunier en fleurs. On peut citer aussi Rodin, Manet, Degas et bien d'autres. Monet a créé des nymphéas inspirés des estampes japonaises, mais aussi Tissot qui crée 2 tableaux, La japonaise au bain et Jeune femme tenant des objets japonais, où on y voit une femme vêtue d'un kimono tenant un éventail, une laque et une porcelaine. On commence aussi à mixer le mobilier, le style anglo-japonais utilise la laque noire japonaise sur du mobilier Napoléon III par exemple, de la nacre est utilisée sur les commodes, etc. En 1861, Baudelaire aurait écrit « Il y a peu, j'ai reçu un paquet de japonneries. Je les ai distribués à mes amis. » Parce qu'à cette époque, les marchands de thé chinois de Paris commencent à vendre des articles japonais. Des magasins viennent à se spécialiser dans l'art japonais, ce qui attire énormément Baudelaire. Ça me fait penser que finalement, les modes ont toujours existé. En 1867, c'est la première fois que le Japon participe à une exposition universelle, et par la suite, de plus en plus de magasins s'ouvrent pour faire face à la demande d'art japonais. Les artistes commencent à réaliser des salons type japonais chez eux. L'un des plus connus, c'est The Peacock Room, par James McNeill Whistler à Washington. C'est une salle entièrement peinte et recouverte de dorures avec plein d'objets japonais. En 1878,
Hayashi Tadamasa débarque au Japon et fait connaître aux Parisiens l'art de son pays. Il décide de créer un magasin d'importation et sera suivi par d'autres Japonais jusqu'aux expositions universelles de 1900. Le Japon est très populaire, c'est le sommet du japonisme. On peut citer des œuvres comme La Parisienne japonaise de Alfred Stevens où une Parisienne rousse et pâle se regarde dans une glace portant un kimono. Clairement, c'était le cosplay de l'époque. De même pour Madame Monet en costume japonais de Monet. Henri Rivière réalise aussi les 36 vues de la Tour Eiffel en clin d'œil aux 36 vues du mont Fuji d'Okusai. Ce qui est paradoxal, c'est que les œuvres les plus populaires en France ne l'étaient pas forcément au Japon, parce que nous, ça nous semble différent. Les œuvres d'Okusai et de Hiroshige et Utamaro étaient considérées comme des œuvres légères au Japon, mais en France, le japonisme a donc sauvé leur art quelque part. Au niveau de la danse et de la musique, The Mikado, opéra comique à Londres, Madame Butterfly à Milan sont des opéras inspirés du Japon. Pour aborder la mode, les premiers kimonos sont arrivés en France et ont été portés comme des robes de chambre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens portent les kimonos comme ça, mais ce n'est pas leur usage à la base. Au niveau des écrits aussi, Baudelaire, Mallarmé et Victor Hugo s'inspirent non seulement des thématiques, mais aussi de la sensibilité nouvelle qu'apportent les écrits japonais. Pierre Loti écrit Madame Chrysanthème, Émile Zola et Goncourt évoquent aussi le Japon. Beaucoup de poèmes se mettent à traduire des haïkus qui sont jugés mélodiques et délicats. Et déjà à cette époque, il y avait des critiques. Millet s'exclame « Quel fichu vent souffle sur nous du Japon !» Champfleury crée le mot « japoniaiserie » pour se moquer de cette vague de fanatiques du Japon. Tiens, l'histoire se répète. Petite pensée à Jacques Chirac qui a effectué plus de 40 voyages au Japon et qui a permis d'avoir des relations fortes avec le Japon aujourd'hui. Même plus récemment, des chanteurs populaires ont repris des chansons en japonais, je pense à Johnny, France Gall ou Edith Piaf. Dernière musique de cette chronique, j'ai choisi quelque chose de quand même symbolique puisque c'est la deuxième chanson la plus vendue de tous les temps au Japon, Onna no Michi, qui raconte l'histoire d'une femme dévouée à son mari et pourtant abandonnée. C'est une chanson de Shiromiya en 1972. Watashi ga sasageta sono hito ni anata dake yo to tsugatte nai ta 無謀な私がいけないの二度としないわ恋なんかこれが女の道ならば 濡れた瞳にまた浮かぶ捨てたあなたの面影がどうしてこんなにいじめるの二度と来ないで辛いからこれが女
女の道ならば暗い坂道一筋に行けば心の火が灯るきっと掴むは幸せを二度と明かりを消さないでこれが女の道ならばOn a parlé de l'influence japonaise sur l'Occident, mais et l'influence occidentale sur le Japon alors? Déjà, on pourrait citer la mode. Et oui, les Japonais ne portaient pas de costumes avant, mais des kimonos. Le simple fait de mettre des costumes 3 pièces ou des habits militaires vient de l'Occident. Le fait aussi que l'impératrice, par exemple, est souvent vue en tailleur, c'est une preuve d'occidentalisation. Avant, les impératrices étaient en kimono. Juste après l'ouverture à l'Occident, l'empereur Meiji est photographié, tricorne sur la tête, épée sur le côté, alors qu'il n'a jamais quitté le Japon. Participer aux diverses expositions universelles est déjà dans l'idée de vendre leur culture pour en tirer des bénéfices pour les Japonais. Il faut s'adapter au goût des Européens tout en représentant un exotisme japonais pour stimuler la production. Ce qui donne lieu à des produits ayant des références exotiques. On met beaucoup de geisha, de samouraï, de mont Fuji, de ponts avec des glycines, bref, tout ce qui fait japonais. Dans la peinture, on l'a vu dans l'épisode précédent, on a créé 2 mouvements, le Nihonga, c'est-à-dire la peinture de style japonaise, et le Yoga, en opposition la peinture occidentale, inspirée par la France et les autres pays. Il y a aussi les Japonais qui ont vécu à Paris. Dans les années 60, Akira Tanaka peint des scènes de quotidien à Paris, Sadami Yokote a peint les halles, Mikio Watanabe, graveur japonais vivant en France depuis 1977, a aussi fait des représentations de paysages parisiens. Le cinéma français de la nouvelle vague attire aussi beaucoup les Japonais. Beaucoup de réalisateurs japonais se réclament de cette influence parce que ce sont les réalisateurs qu'ils ont étudiés à l'école, comme Hirokazu Koreeda qui a reçu la Palme d'Or pour Une affaire de famille en 2018. Dans les années 1920, on peut citer Tetsugoro Yorozu qui fait des portraits cubistes qui ressemblent beaucoup à ceux de Picasso. Dans les années 70, les créateurs japonais s'installent à Paris, considérés comme la capitale de la mode. Même au niveau de la cuisine, Kei Kobayashi est un chef japonais installé en France avec 2 étoiles et Alain Ducasse connaît le succès au Japon. N'oublions pas que certains mangas ont pour toile de fond la France, comme La Rose de Versailles, Berusai no Bara, Nodame Cantabiru ou encore Les Gouttes de Dieu. Aujourd'hui, l'art japonais nous touche encore. On peut trouver des choses japonaises en France, les expositions, les jardins, de quoi s'abreuver en attendant d'aller au Japon. Et inversement, on trouve des choses françaises au Japon, de quoi patienter en attendant de rentrer en France. L'autre problème, c'est que différentes œuvres ont l'air japonaises et nous atteignent, mais elles ne le sont pas. Je pense au film Les Mémoires d'une geisha, qui est mauvais. Je déteste ce film. On me dit toujours « Ouais, je connais bien le Japon. J'ai vu 3 fois Les Mémoires d'une geisha. » Mais le réalisateur est américain et l'actrice est chinoise. Ou alors, un peu la même chose avec Le Dernier Samouraï, qui est historiquement incorrect. Pareil avec les 47 Ronin, film japonais de 1958, qui est formidable. Ne regardez pas le remake américain de 2013, c'est une horreur. Ils mettent Keanu Reeves pour dire
regardez, il a les yeux bridés, il est japonais, hein ?» Non, regardez le film japonais Hachiko de 1987. Ne regardez pas le remake avec Richard Gere. Les Godzilla et les films de kaiju, en général, sont moins intéressants que les films originels en japonais parce que ça reflète moins bien l'esprit des monstres de la mythologie japonaise. Ou alors, on nous vend aussi des films bidons qui sont un mélange hasardeux de Chine, de Japon, de Corée. Allez, débrouillez-vous avec tout ça. De toute façon, pourquoi cultiver les enfants aux différences culturelles ? La Chine, le Japon, la Corée, tout ça c'est pareil. Non, évidemment, c'est ironique, ne le faites pas. Comme par exemple Mulan, qui est un film de Disney où des fois on se demande si ça parle de la Chine ou il n'y a pas un peu des touches japonaises. Enfin bref, tout est mélangé, moi ça m'énerve. Mais il y a aussi de très bons films, hein. En revanche. Pour moi, le positif, ça serait par exemple Wasabi avec Jean Reno, qui est un très bon film. D'ailleurs, dans lequel il prononce Wasabi et non pas Wasabi, donc c'est bien. Il y a aussi L'île aux chiens qui est sorti dernièrement, qui est très très bien. Certains réalisateurs prennent le temps de s'imprégner de la culture japonaise et je trouve ça très bien. Bon, j'espère que ça vous aura appris des choses sur la pop culture japonaise, l'influence mutuelle du Japon et de la France. J'ai tellement de choses à dire, mais si peu de temps. Je vais donc finir cet épisode non pas par un poème, mais par une citation, la toute première de ma vie que j'ai entendue. Je l'avais apprise par cœur quand j'étais adolescente. Hana wa sakuragi, hito wa bushi. C'est-à-dire, de même que la fleur de cerisier est la fleur par excellence, le guerrier est l'homme par excellence. Bien sûr, il faudrait une infinité d'épisodes pour parler de la culture du Japon. J'ai pas la prétention d'y être arrivé, mais j'ai essayé. J'ai essayé de traiter toutes les questions qu'on me posait le plus souvent au travers des épisodes. Je suis partie avec 15 pages de questions en tout genre, et il fallait que je les traite thématiquement, mais j'espère avoir répondu à vos questions, c'était mon but, et surtout que ça a été divertissant. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours me contacter sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, ou même par email. rokuchan@gmail.com, rokuu.chan@gmail.com. C'était Roku pour les chroniques d'une campagnarde au Japon. Merci Cliff pour la technique et au revoir sur Radio Dragon. Merci Roxane. Vous êtes sur Radio Dragon. À la semaine prochaine.